Bonjour, on se retrouve à l'USI Connect. C'est une conférence inspirante qui est organisée chaque année par Octo Technologies. Et Octo Technologies, ils invitent chaque année des speakers inspirants, comme il se doit. Cette année, ils ont décidé d'inviter Julia De Funès, la philosophe, et Nicolas Bouzou, l'économiste. Et tous les deux, ils ont fait un livre qui est un carton de librairie. Il fait 30 000, ils ont déjà vendu 30 000 exemplaires. Et leur livre s'appelle La comédie inhumaine. Et dans ce livre, ils vont dénoncer les dysfonctionnements de l'entreprise. Ils expliquent que l'entreprise n'arrive pas à retenir les meilleurs. Et nous, on a eu envie de les rencontrer juste après la conférence, juste après la séance de questions-réponses, pour leur demander quelles sont les solutions, quelles sont leurs solutions pour un management du 21e siècle. On les écoute. Bonjour Julia De Funès, bonjour Nicolas Bouzou. On vous prend donc au sortir d'une conférence qui s'appelle USI Connect, où vous avez pendant 2 heures parlé des thèses autour de votre bouquin, votre livre qui s'appelle La comédie inhumaine. Alors nous, on a décidé de vous proposer de parler plutôt des solutions que du constat, parce que la plupart de nos lecteurs, je pense, ont déjà lu tous les constats et entendu tous les constats. Alors, sur les constats, il y a par exemple une proposition, sur les solutions, on va y arriver sur les solutions, il y a par exemple une proposition que vous faites qui est de ne plus nommer les managers de façon comment? Automatique. Si vous voulez, c'est oui, bien sûr, c'est un travers français. Au fond, quelqu'un qui réussit bien dans la dimension technique est quasiment automatiquement nommé manager. Sauf que les compétences du manager et les compétences du technicien ne sont pas les mêmes. Et donc, en faisant ça systématiquement, on fait 3 perdants. Le nouveau manager qui n'est pas satisfait de sa situation, l'équipe qui est mal managée et l'entreprise qui a perdu sur tous les tableaux. Dans les solutions que vous proposez, aussi, vous proposez de définir un mantra dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Julia De Funès? Alors un mantra, c'est très simple, c'est une phrase impactante. Les GAFA l'ont fait. Si je prends Facebook par exemple, relier le monde, on voit tout de suite à quoi correspond le projet commun de l'entreprise. Et ça rallie tout le monde de s'identifier à un message clair. Aujourd'hui, les entreprises, je travaillais pour une grande banque il y a encore la semaine dernière, qui me disait mais on ne sait même pas quelle est notre finalité. Et le message de la banque doit être clair. C'est pourtant simple quand on est de l'extérieur. Donc c'est très simple parce que ça rallie, c'est un message qui va coordonner tout le monde dans une finalité commune, un projet commun. Et ça nous semble d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, les gens souffrent d'un manque de sens et d'un manque de définition d'un projet commun. Quand Elon Musk dit coloniser Mars, c'est un mantra. Tout d'un coup, on s'identifie à un message fort. C'est ça, c'est une identification à une phrase, à un message impactant et fort. Pourquoi c'est important de rendre les intitulés de postes lisibles? Alors ça, je renvoie vers Julia parce que c'est une excellentissime proposition qui vient d'elle. Alors, proposition. Il est gentil. Proposition numéro 4. Oui, parce que les intitulés de poste aujourd'hui ne parlent plus. On parle de poste, on parle de fonction, on parle moins de métier. Et quand on est coordinateur de flux transverse, par exemple, c'est très compliqué de saisir le sens de ce qu'on est en train de faire. Non pas que la fonction soit inutile, elle est absolument essentielle, mais le sens n'est pas inscrit dans l'intitulé même du poste. Le sens n'est plus inscrit dans la fonction. Et ça explique, au-delà de l'anecdote des intitulés de poste compliqués, ça explique cette crise de sens qu'on vient d'évoquer. Et c'est d'autant plus important à mon sens que les gens définissent eux-mêmes leur fonction. Dire moi je fais ça dans l'entreprise, c'est plus parlant et c'est plus sensé que de correspondre, de se mouler à un intitulé de poste très abscon et très hermétique. C'est pas pratique, c'est Julia, est-ce que vous saviez que Nicolas Bouzou a une office manager? Oui, mais c'est une très bonne remarque. Mais justement, ma collaboratrice Isabelle, Office Manager, c'est un peu le nom, on va dire, standardisé. C'est celui aujourd'hui qu'on retrouve dans le domaine des ressources humaines. Mais en réalité, c'est vraiment quelqu'un qui participe, qui met toute l'administration, la communication, les fonctions support au service de l'entreprise. Et moi, mon entreprise, son idée, c'est le progrès par les idées. Donc, vous voyez qu'il y a véritablement un sens. Et nous-mêmes, on se fait piéger par ce vocable anglo-saxon. Vous allez la rebaptiser? Tu te fais piéger. Non, parce que nous, justement, on considère que les individus sont des individus. Donc, c'est Isabelle, c'est pas l'office manager. Autre proposition, c'est justement, en restant sur les idées, c'est réduire les PowerPoint et les slides, c'est-à-dire qui simplifie la pensée. C'est plutôt Julia
qui a proposé. Oh, c'est nous. Non, franchement, c'est qu'il est désagréable. Non, simplifier la pensée. Écoutez, les slides ne servent à rien. On assiste à des réunions, on n'en peut plus. Pendant 2 heures, le manager parle avec ses slides derrière, qui répète ce qu'il est en train de dire. Donc, ça ne sert à rien. C'est juste une contenance pour celui qui est sur scène d'avoir un petit des slides à passer et d'avoir un écran derrière. Mais ça, encore une fois, si on pense à l'efficacité d'un message et à la finalité d'une réunion, c'est de faire passer un message. C'est de ne pas toujours retranscrire ce qu'on est en train de dire. Ça fait perdre du temps aux gens qui les préparent, une énergie bête dépensée pour rien. Il faut des jours pour faire 50 slides. Et deuxièmement, la finalité de la réunion, c'est quand même d'être impactant, de parler aux gens. Mais c'est l'idéologie de l'image. Vous savez, on a dit une image égale 1000 mots ou je ne sais plus combien de mots. Et résultat, les gens sont en manque de mots, sont en manque de raisonnement, sont en manque de finesse argumentative. Et revenir aux mots et au dialogue véritable me semble d'une urgence essentielle. Vous allez mettre, vous allez mettre Microsoft sur la paille, parce que plus de PowerPoint, donc on est d'accord. Supprimer la charte éthique. Oui, mais tu compléteras. Quand on lit les chartes éthiques alors je vais être un peu désagréable, mais quand on lit les chartes éthiques des entreprises, mais on est catastrophé, quoi. Parce que, alors, soit c'est de la moraline absolument insupportable qui veut rien dire, mettre l'humain au centre, oui, bien sûr, évidemment. Soit c'est pas du tout de la morale, c'est pas du tout éthique. Je lis souvent dans les chartes éthiques, notre but, ça doit être la satisfaction du client. Ça n'a rien à voir avec l'éthique, c'est le contraire de l'éthique. Ça, c'est une règle de survie. Évidemment, on est dans une économie de marché, donc il faut servir le client. Mais puisque c'est une règle de survie, elle est absolument nécessaire. Elle n'est donc pas de l'éthique. L'éthique, c'est au contraire ce qui irait contre l'intérêt financier de l'entreprise. Vous voyez ? Donc les chartes éthiques n'en sont pas. Donc en réalité, c'est pas la peine de perdre du temps avec des chartes éthiques qui sont souvent pas très intéressantes. Le sens, l'autonomie et respecter les gens, si vous voulez, c'est quelque chose qui doit être absolument consubstantiel au management. Si, là, pour revenir sur une idée que tu as eue, donc rendre à César ce qui est à César, tu as valorisé le courage. Je trouve que dans les chartes éthiques, il y a beaucoup de valeurs qui n'en sont pas. L'excellence, c'est pas une valeur morale, on peut être un excellent tueur. La performance, c'est pas forcément une valeur morale non plus, on peut être très performant et d'être dans des projets abominables. En revanche, le courage, Nicolas insistait là-dessus et ça me semble essentiel. Il y a un manque de courage aujourd'hui en entreprise flagrant. Dans les réunions, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire à son interlocuteur que son idée ne tient pas la route et on gagnerait beaucoup en efficacité et en temps si on avait le courage de dire et de faire ce qu'on pense. Alors, on a 15 propositions, on n'aura pas le temps de toutes les faire malheureusement. Si jamais un jour vous rencontrez Didier Deschamps, parce que vous en avez parlé pendant la conférence, quel message vous aimeriez lui faire passer ? Je lui ferai passer aucun message. Alors, j'ai pas eu cette discussion avec Didier Deschamps, mais je l'avais eu avec Aimé Jacquet. Moi, je suis fan de ces gens. C'est extraordinaire ce qu'ils accomplissent. C'est un exemple. C'est essayer d'aller toujours plus haut, d'entraîner des gens vers le meilleur. Donc nous, on est fans, on adore. C'est pas du tout ça. Et on n'aurait bien évidemment rien à leur apprendre. Moi, en revanche, quand je les croise, je les écoute passionnément. Mais je les écoute passionnément parce que j'aime le sport, parce que j'aime ce qu'ils incarnent. Je les écoute pas. Ah non, c'est pas transposable à l'entreprise. L'entreprise, c'est pas 11 joueurs qui gagnent des millions d'euros par an et qui ont un objectif qui est très identifiable, qui est de marquer des buts pour gagner. Bien évidemment, c'est pas ça une entreprise. Oui, non, sûr. Alors moi, je suis pas fan parce que écouter Deschamps, c'est pas un truc qui me met en transe. En revanche, j'ai une estime fantastique pour ces personnes-là qui sont des champions et qui ont beaucoup travaillé. Ça, oui. En revanche, ce sont devenus des idoles dans notre société. Ça s'explique, je l'explique. L'idolâtrie du sport, c'est une chose. Et pourquoi ce n'est pas transposable en entreprise ? Parce que c'est un jeu. Et que le jeu, c'est le contraire de la réalité. Et en entreprise, demander aux collaborateurs de transposer une expérience qui n'a absolument rien à voir, c'est pas parce qu'on est plusieurs rassemblés autour d'un projet commun que les expériences sont similaires. Donc le sport, il y a une façon de manager qui n'est pas du tout transposable à l'entreprise. Vous imaginez un manager qui ressemble à un entraîneur de foot, c'est pas possible, c'est pas transposable. En plus, et ce qui est intéressant, c'est que dans les équipes sportives, le collectif est un vrai collectif, c'est-à-dire qu'il est sous-tendu par un travail individuel rigoureux et fort. En entreprise, on critique un peu cette notion d'intelligence collective quand elle ressemble à de la guimauve, à un ventre mou, où les gens arrivent dans une réunion ou en collectif en n'ayant pas bossé eux-mêmes individuellement. Donc cette inversion morale, cette grande flemme individuelle qu'on fait passer pour du grand mérite collectif, c'est ça qu'on critique et c'est là qu'on se dit que la transposition est trop facile. Dans le sport, il y a une rigueur, une discipline qui n'est pas toujours présente en entreprise. Pour terminer, juste une question sur le succès de votre bouquin. 30 000 exemplaires vendus.
depuis le mois de septembre, je crois. De quoi est-ce que c'est le nom, d'après vous, en toute modestie? Non, très rapidement, bon, on pensait faire un livre sur l'entreprise et on a fait un livre sur la vie des gens. En réalité, l'entreprise, c'est la vie des gens et on aime. Oui, ça parle de la vie des gens en fait. Il y a deux choses qui comptent dans la vie. Il y a l'entourage proche, la famille, les enfants, etc. Et l'entreprise. Je crois qu'on a mis des mots là-dessus. Merci infiniment à tous les deux. Je crois que vous avez une séance de dédicace qui vous attend. On vous libère. Merci encore.